Bonjour, Bonjour. comment ça va? Est-ce que tu as eu des difficultés pour te connecter? Oui, un peu. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour la prochaine fois? C'était le lien, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as pas trouvé? C'était un peu lié à quoi juste pour la C'est prochaine ça, fois? le lien. C'est ça, c'est le lien, c'est le lien. Alors, pour le lien, sache toujours que Laurent l'a envoyé dans le premier message, mais c'est long et je suis en train de remonter jusqu'au début. Donc, tu l'as toujours en réalité dans la description du groupe. Tu vois, tu as le groupe et toujours au début, tu as le lien de connexion. Donc, réfère-toi à ça, ça sera toujours celui-ci. Voilà, afin qu'on puisse se retrouver. Alors, comment ça va? On va du coup avoir notre première heure et demie de stage. Donc, j'ai prévu déjà de faire plein de révisions par rapport à ce que vous voyez en classe, mais notamment, on va déjà revoir la méthodologie du commentaire composé. Donc, j'ai juste demandé un texte et on va appliquer ensemble la méthode. Rien de bien compliqué. Et avant ça, j'aimerais néanmoins réviser tout ce qui va être figure de style, etc., qu'on avait commencé à aborder la dernière fois. Alors, est-ce que tu peux me rappeler les figures de style dont tu te souviens? La méthode PEEC? Non, les figures de style, on les avait un petit peu révisées ensemble, je crois. Un petit peu, ouais. Est-ce que tu te souviens de certaines figures de style qu'on avait vues? Bah, il y a un an. Non? Il y a je me souviens de l'hyperbole, la métaphore, C'est un bon début, mais je pense qu'on va... l'antiphrase, l'antiphrase, Alors, qu'est-ce que l'antiphrase du coup? c'est, dire quelque chose, dire l'inverse de ce qu'on vont dire. Ok, nickel. Ça, c'est parfait. Tu te souvenais aussi de l'hyperbole. Alors, qu'est-ce que l'hyperbole? Exagérer un propos. La métaphore? Euh, la métaphore, c'est ah non, je sais pas trop. Comparaison sans Oui, c'est bien, outil. c'est une comparaison. Donc ça veut dire que bah la, comment ça s'appelle? La personnification, c'est une comparaison à un être humain. La personnification, c'est associer un caractère humain à une chose non humaine, comme un animal, un objet ou bien une idée. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison, donc rapprochement entre deux idées ou deux éléments. Ok. Et on avait vu la ville, ce monstre de béton comme métaphore, il me semble. Du coup, la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc là, on a directement la définition de la comparaison, Mhm. qui est tout Tu vois ce que j'allais simplement dire? Comparaison, c'est avec un outil. C'est ça, comme. rapprochement de deux idées ou deux éléments avec un outil de comparaison. Ça peut être comme, ça peut être pareil à, semblable à, tel que, etc. Plein de petites choses. Et on avait vu une troisième, ou du moins une quatrième figure de style qui rapprochait deux éléments entre eux, et c'était l'allégorie. Ah, voilà. Est-ce que tu te souviens de l'allégorie? Ça dit quelque chose? T'as ton micro coupé. Si c'est une erreur, c'est en bas à gauche ou en C'est haut à gauche. la connexion. C'est la connexion qui a. Est-ce que c'est ta connexion Wi-Fi ou c'est la connexion vraiment à Zoom?
Enfin, est-ce que tu veux que je te laisse un petit peu de temps pour te déconnecter et te reconnecter? Allô? Oui, je t'entends. Ouais. Est-ce que La, tu... la connexion, elle a coupé pile poil quand j'ai dit que c'était la connexion. Ok. Est-ce que tu veux que je te laisse du temps pour te déconnecter, te reconnecter ou changer d'appareil ou de Non, pièce? c'est bon, C'est bon? normalement. Ok. Si jamais, n'hésite pas et j'ai mon téléphone à côté, tu peux tout à fait m'écrire sur WhatsApp. Je le verrai de toute façon si tu te déconnectes. Par réflexe, je vais aller t'écrire sur WhatsApp pour savoir ce qu'il en est. Et si tu as besoin de changer d'appareil ou quoi que ce soit, ou te déconnecter, tu me le dis et je te laisse bien sûr le temps. Ok, merci. Je t'en prie, du coup, j'étais sur l'allégorie. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que l'allégorie? Non. C'est le rapprochement d'une chose concrète avec une idée abstraite. Ah oui, Une chose concrète avec une idée abstraite. On avait vu, nous, l'exemple de la caverne. ouais, J'ai vu l'allégorie de la caverne, du coup, tu verras l'an prochain en philosophie. Mais Platon, il représente l'ignorance, donc quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas quantifier, avec quelque chose de concret, donc une caverne, enfin une grotte. Voilà. ok. Qu'est-ce qu'on avait vu d'important? Alors, je regarde juste ma liste. Énumération, ça, je suis sûre que tu sais ce que c'est. La première de la liste, elle est écrite avec l'accumulation. C'est la même chose. C'est bah c'est euh, une accumulation de sons du même son ou de la même consonne. Non, ça, c'est l'anaphore. Ah, mince. Bah c'est de la même voyelle alors. Répétition d'un son consonique. Bah ah non. L'assonance. L'assonance, c'est la Non. répétition d'un son de voyelle. Ok, bah l'énumération c'est plusieurs mots qui sont de plus en plus forts. Ça, c'est la gradation. Oh là là. Alors, ok, là, j'écris. Regarde bien ce que j'écris et ça peut t'aider. Tu peux procéder par élimination. Normalement, tu vois mon écran. Tu peux procéder par élimination à chaque fois. Mais la gradation, du coup, c'est la juxtaposition. On va faire doucement. Juxtaposition de plusieurs termes de même nature et de même intensité, d'intensité différente. Et du coup, l'énumération, c'est juxtaposition de plusieurs termes de même nature et de même intensité. Est-ce que c'est bon? D'accord. Bah j'ai tourné autour du pot quoi. Voilà, c'est ça, tu as tourné autour du pot. Retiens bien que la gradation, il y a un changement de grade. Donc évidemment, ça va monter en intensité. L'énumération et l'accumulation, c'est la même intensité par conséquent. Tu m'as cité l'antithèse. Il y en a une qui ressemble, enfin, qui ressemble au niveau du Ouais, son de c'est la ça. prononciation, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce que l'antithèse? C'est pas. Non. Ok, alors moi, ce que En j'aimerais plus, faire, c'est revenir à l'origine des mots. Je sais pas si tu as fait grec ouais. ou latin à l'école. Non. Ça se fait plus trop, non, ça se fait plus trop. Anti, c'est le contraire. La thèse, c'est Oui, ce voilà, que l'on c'est la thèse. Mais défend. c'est quoi? C'est le truc, c'est que c'est quoi une thèse? C'est ça que faut que. La thèse, c'est ce que l'on défend. Voilà, c'est une idée en gros, une idée que tu choisis de mettre en avant. Donc, antithèse, c'est tout simplement deux idées opposées. D'accord. Ok, on va reprendre l'origine des mots. Antiphrase, c'est le contraire, la phrase, c'est ce que l'on dit. Donc, antiphrase, c'est le contraire de ce que l'on dit, autrement dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on veut signifier. La comparaison, c'est la comparaison. Personnification, ça vient de personne. J'ai pas tout non plus. La gradation, du coup, il y a ce changement de grade. Ana, c'est pour évoquer la similitude, etc. Et assonance, ça vient de son.
Ah, anaphore, je me suis trompée. Oula, ça c'est l'assonance et ça c'est l'allitération. Anaphore. Ah non, l'allitération. Ouais. Ah mince. Et là c'est l'anaphore, c'est la répétition d'un groupe de mots, d'un mot ou d'un nombre de mots, ou d'un groupe de mots en début de phrase, en début de verbe. D'accord. Ah oui. Et c'est quoi quand ça... On prend le dernier mot et on le met au premier vers. On prend le dernier mot d'une... C'est l'anadiplose, d'accord. Merci. Ouais, tu vois, ça commence pareil. Donc celles qui commencent pareil, elles se rejoignent d'une certaine façon. Hmm. Anadiplose, bien vu, c'est la reprise du dernier mot du premier vers. Comment je pourrais dire ça de manière reprise du dernier mot d'une proposition ou d'un vers au début de la proposition qui suit. Une anadiplose. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de facile? Est-ce que tu t'en souviens? D'accord, merci. On on avait le chiasme. Est-ce que tu te souviens du chiasme? Est-ce que c'est pas répétition de deux mots qui se... Non. Si, de deux mots identiques au début et à la fin de la phrase et voilà, ABBA. Ah, c'est ça. Exactement, c'est une disposition asymétrique. Est-ce que tu m'entends décalé parce que tu prends pas mal de temps à réagir à ce que je dis? Du coup, j'ai l'impression que tu m'entends décalé. Non, c'est bon. Ok, nickel. Ok. L'ellipse, c'est tout simplement l'omission d'un groupe de mots ou d'un élément. On avait... Ah oui, l'euphémisme. L'euphémisme, ça pareil, c'est censé faire partie des acquis. C'est... et comment, en fait, je sais pas comment dire ça, mais c'est atténuer quelque chose de grave. Ouais, c'est ça. Atténuation par une expression d'une réalité trop brute, trop difficile à entendre. La gradation, hyperbole, métaphore. Ah, la litote. Je ne sais plus. Je ne prends jamais mon café sans sucre. Ah, c'est dire plus. C'est C'est ça. ouais, c'est dire plus pour dire moins. Voilà, c'est ça, c'est une double négation qui consiste à prendre le plus pour le moins et le moins pour le plus. Ok, nickel. La litose, c'est bon. Métonymie. Alors, non, je vais pas dire Un verre de Bourgogne. non. La couronne pour le roi. Non? Ah, non. Désignation d'un objet De par deux lequel termes. c'est parti. Ah non, c'est pas ça alors. Simplement, quand on abrège le fer pour l'épée, la voile pour le navire, etc. Ah, Mhm. l'oxymore, très connu, ça aussi, les lycéens. Oxymore. Non. Un mort-vivant. Deux idées qui s'opposent.
Ouais, exactement, c'est ça. C'est tout simplement rapprochement de deux termes contradictoires. D'accord. Ça te revient un petit peu? Quoi? Ça te revient un petit peu? Non, ça va. Le pléonasme. Non. Descendre en bas. Non. Alors là, non. Redondance fautive. Comme je remets descendre en bas. Tout simplement, on a descendre, c'est forcément en bas. Donc répéter en bas, c'est une erreur, ça s'appelle un pléonasme. Nickel. Ensuite, on en avait vu des un petit peu plus difficiles que j'avais laissés en blanc. On avait notamment vu anacolute, anadipose, du coup on l'a dit. On avait vu antanaclase, antonomase, aposiopèse. Je l'ai mis en rouge parce que c'est pas beaucoup rencontré. Pourtant, je l'ai rencontré avec un élève la semaine dernière. Un truc qui arrive jamais. On avait vu l'énalage, l'hypalage, etc. Du coup, celles-ci, elles sont beaucoup plus compliquées. Donc, je te laisse le temps jusqu'à la fin de la semaine pour les apprendre. Mais l'essentiel, Ok. ça serait déjà de savoir celle-ci. Ça, c'est déjà énorme. La liste est hyper longue. Donc ça, c'est celle que tu dois absolument savoir. Ensuite, il y a les autres en blanc qui, pareil, sont à apprendre, mais plus pour la fin de la semaine. Ça serait vraiment un plus si tu les savais. Mais déjà, celles-ci sont importantes. Et elles font à peu près tout. Sinon, le reste, voilà. Juste l'anacolute Ok. et quelques autres. Mais en tout cas, si tu pouvais déjà apprendre celle-ci, ça serait parfait. Ok? Ok. Nickel. Alors, on poursuit. On va essayer d'appliquer finalement la méthodologie du commentaire composé qu'on avait vu la dernière fois. Je l'ai remise dans le diaporama. Donc, on a tout ce qui va être réflexe de première lecture, comment faire une introduction, comment trouver une problématique, etc., etc. Donc, c'est là. Et du coup, aujourd'hui, on va étudier un poème. Il s'agit d'un poème de Baudelaire que tu pourras ranger dans le corpus lié à la poésie. Ça peut être un bon entraînement. On va étudier ce poème et je vais tout simplement te demander d'essayer de retrouver un petit peu les figures de style et ensuite on va essayer de construire ensemble un commentaire. Ok? Alors, néanmoins, je fais une introduction sur Baudelaire, histoire que tu comprennes un petit peu où on se situe. Donc c'est un poète du 19e siècle, on est juste après, pendant Rimbaud. On est pendant Rimbaud, si tu l'as étudié en classe, c'est un de ses contemporains. En tout cas, il est à la croisée du romantisme, du Parnasse et du symbolisme, et on va voir un petit peu comment il va casser avec les codes de la poésie classique pour faire une poésie qui lui est propre. Ça, on va le voir plus en étudiant le poème. Mais en tout cas, Baudelaire a écrit sur des thèmes qui n'étaient jamais vus en poésie, notamment tout ce qui va être le spleen. Donc c'est un mot qu'il a inventé. Le spleen, ça représente la dépression, ça représente les états d'âme, etc. Donc il va essayer de développer ça, une poésie qui tournera autour de tout ce qui est vrai du quotidien, donc des vraies choses de la vie. Il va pas chercher à faire des poèmes beaux juste pour être beau. Non, il va faire des poèmes qui sont très réalistes, où il va parler des états d'âme, de la mort, etc., du monde tel qu'il est, avec ses belles choses, mais aussi ses mauvaises choses, si je puis dire. En tout cas, des choses un petit peu moins positives. Voilà, donc il a un style assez novateur, il va casser avec les codes de la poésie classique. Le poème qu'on va étudier aujourd'hui, du coup, ça sera un poème issu des Fleurs du Mal. Donc, c'est un recueil de poèmes que normalement, enfin, peut-être tu l'as étudié, en tout cas, il est proposé au programme de seconde. Il a été publié en 1857, du coup, donc au milieu du 19e siècle. On est encore dans le Parnasse à ce moment-là. Et on va voir comment il casse justement les codes de ce mouvement littéraire-là, comment il casse les codes aussi du romantisme. Bon. En tout cas, c'est un recueil assez célèbre. Je crois même que c'est le plus célèbre de Baudelaire. Et tout simplement,
il va essayer de mettre en avant tout ce qui va être le spleen. Bon, en tout cas, voilà, il va essayer de mettre en avant plein de choses qui, qui prennent plein d'émotions différentes, plein de visions de la vie différentes. Est-ce que c'est clair? Oui, Nickel. Alors, c'est je bon. te laisse lire tranquillement le poème et ensuite on fera nos impressions de lecture ensemble. Alors, voici le poème, du coup, je te l'agrandis. Du coup, c'est le spleen. Il y a plusieurs poèmes qui portent ce nom. Donc, j'ai juste mis le premier vers entre parenthèses. Mais le titre, c'est bien le spleen. Donc, je te laisse tranquillement le lire et ensuite me faire tes premières impressions de lecture. Voilà, comment tu interprètes ce poème, etc. Qu'est-ce que tu trouves d'original à dire par rapport à ça. Ok? Ok. Ok. C'est bon? Mm. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport à ce poème? Déjà, c'est un poème triste. Il est pathétique. Ouais, il est assez pathétique, en effet, c'est un poème assez triste. Comment tu l'as remarqué? Euh, Bah, avec des termes assez, assez pathétiques, cachemide, timide, timide, pourri,
quand la pluie étalant ses immenses traînées, vaste prison, euh, peuple muet d'infâmes araignées. Exact. euh, Bref, il y en a plusieurs. Il y a un champ lexical assez lugubre, assez macabre, c'est vrai. C'est un poème plutôt triste. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Il parle de prison. Est-ce qu'il parle vraiment de prison? Là, il parle Au de sens propre. cachot, de prison. Ouais, alors il parle de prison, et ici, ça sera plus la prison de l'âme, du coup. En Oui. réalité, il va parler d'un esprit qui est emprisonné. Donc c'est vrai, il y a toute cette notion de la prison, mais pas pour parler de la prison en elle-même, enfin le bâtiment, etc., où il y a des condamnés, mais il va plus parler de la prison de l'esprit, la prison émotionnelle. Et finalement, cette prison-là, c'est ce qu'on appelle le spleen. Du coup, c'est une forme de dépression très très intense. Et oui, ici, il compare le spleen à une prison. Est-ce que tu trouves ça normal dans de la poésie du 19e siècle, milieu 19e siècle, de parler de choses comme ça, d'utiliser du vocabulaire aussi fort? Euh, Milieu 18e, oui, c'est 19e. le. Oui, c'est le. Il y a beaucoup bah, de maltraitance vis-à-vis de non-partisans du Second Empire. Comment dire ça? Les opposants du Second Empire sont assez mal vus. Oui, j'ai compris. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, Donc ils détournent ça. c'est vrai qu'il y a plusieurs œuvres littéraires, du coup, où on parle de ces opposants du Second Empire, etc., etc. Mais après, justement, les partisans du Second Empire, du coup, c'est eux qui vont être mal vus et qui devront se cacher, etc., notamment dans Le Rouge et le Noir. Mais Mhm. ici, c'est pas de ça dont il est question, dans le sens où même lorsqu'on parle en poésie de la guerre ou de la mort ou de la dépression, on cherchera toujours à chercher l'esthétisme, etc. On va toujours rendre beau par la poésie. Même lorsqu'on parlera de choses tout à fait laides, c'est vrai que Verlaine avait déjà fait un poème sur la prison, puisqu'il y est allé tout simplement, mais il avait cherché à la rendre belle, enfin du moins pas aussi laide qu'elle ne l'était. Du coup, oui, c'est vrai qu'on parlait déjà de sujets, bon voilà, avec Rimbaud notamment, où on parle de la guerre, il la dénonce très fortement. Mais Rimbaud était original, était un avant-gardiste, il était assez innovant. Baudelaire l'est également, puisque non, ça ne se faisait pas trop d'utiliser un vocabulaire assez laid dans la poésie. En tout cas, ici, il n'y a pas du tout la recherche d'embellir. Au contraire, il y aura la question de rendre vraiment vrai et même plus moche que ce que ça n'en a l'air. Donc en réalité, ici, il va un peu contre son temps. Il va parler de choses en utilisant un vocabulaire assez cru, ce qui ne se faisait pas dans la poésie du 19e siècle. Du moins, pas avant le symbolisme, donc la fin. D'accord. Donc ici, on est sur un poème assez innovant où Baudelaire parle finalement d'une émotion qui n'est pas noble comme l'amour ou la mélancolie, mais il parle de quelque chose dont on ne parlait pas trop à l'époque, de la folie, de la dépression vraiment très très intense. Et même lorsqu'on parlait de sujets un petit peu, non pas tabous, mais un petit peu mal vus, on cherchait toujours à rendre ça beau à travers une certaine forme de lyrisme ou parfois d'enrobage, etc. Ici, non, c'est quelque chose de très brut, voire de très laid, donc ça ne se faisait pas trop. Intéressons-nous maintenant à la structure. La structure, elle aussi, est surprenante, puisqu'à l'époque, du coup, milieu 19e siècle, donc pendant le Parnasse, on cherchera à respecter les règles classiques auxquelles on a dérogé pendant le romantisme, mais au Parnasse, milieu 19e siècle, on va revenir sur les règles classiques
et on cherchera à faire quelque chose de vraiment très très rigide, du coup, en respectant les règles classiques, les alexandrins, les sonnets, etc. Ici, qu'est-ce qui te surprend au niveau de la structure du poème? Donc vraiment pas les mots, vraiment juste la structure, la façon dont il est composé, etc. Est-ce Je sais que pas tu as quoi dire. entendu ou est-ce que ça a coupé? Non, juste, je sais pas quoi dire. Ah, ok. Ici, au niveau de la structure, on n'est pas du tout sur un sonnet donc composé de deux quatrains et de deux tercets. Ici, on est sur 5 quatrains. En réalité, donc c'est une structure assez lourde. C'est un poème qui est long, où il y a plein plein de vers. Alors, qu'est-ce que ça renforce finalement le fait qu'il y ait 5 quatrains? C'est pas très léger comme structure. On dirait un gros bloc. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça rajoute au poème d'avoir fait des blocs comme ça? Si tu sais pas, t'as le droit de me le dire. Hmm. Est-ce que t'as parlé, parce que je crois que j'ai pas entendu, enfin j'ai entendu un petit bruit, mais je sais pas si tu as parlé et que la connexion Hmm. est bonne. Ça a coupé. Ça a coupé. Ok, alors répète-moi juste ce que tu as dit, parce que du coup j'ai pas entendu. J'ai, du coup, c'était pour demander la question. Ce que j'avais dit. Oui. Alors moi j'ai dit, qu'est-ce que ça fait finalement qu'on retrouve 5 4 1? Pourquoi avoir fait ce choix de mettre 5 4 1? J'en sais rien du tout. Alors, tout simplement, ça fait un gros bloc. En réalité, ça fait 5 gros blocs assez lourds. Et à chaque quatrain, on augmente un petit peu la lourdeur du poème, que ce soit par les mots ou du coup par les vers qui se rajoutent. Donc, d'avoir 5 quatrains, c'est très très lourd et ça représente tout le poids de la conscience. Voilà. Ok. Ok, très bien. Au niveau du poème en lui-même, est-ce que tu as repéré des figures de style? Bah, la pluie étalant ses immenses traînées. Oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais on aurait dit une personnification dans ça. Alors, ici, on sera beaucoup dans des figures de style liées à l'image, que ce soit des comparaisons, des métaphores, des personnifications, etc. Pourquoi? Parce qu'on est très très proche du symbolisme. Et le symbolisme, du coup, c'est fin du 19e siècle. Le symbolisme, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va être autour des symboles. Donc, on aura énormément de figures de style liées à l'image. Ici, c'est pas une personnification, c'est en réalité une métaphore. La pluie, elle Ok. représente tout simplement la mélancolie. Ok. Est-ce que tu as repéré d'autres figures de style? Je te laisse le temps de bien le reprendre, de bien le lire. Bah, par contre, des cloches tout à coup sautent avec furie, là, c'est une personnification. Juste en dessous du. Juste quatrième. Mhm. Exact. Association d'un caractère humain à quelque chose de non humain. Exactement, on a une personnification. Euh,
Est-ce que tu en as d'autres? Une comparaison? Ou ça? Non. Ou une métaphore? Un peuple muet d'infâmes araignées? Non, S'il y a quelque chose avec les araignées, qu'est-ce qu'elles représentent, les araignées? je sais pas. C'est un peu trop Mais bizarre. c'est bizarre. Attends. Bah, le peuple. Le peuple, tu veux dire les contemporains de Baudelaire? On va le reprendre depuis le début, ça va être plus simple. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle. Ici, tu vois qu'on a un outil de comparaison. Ok? Hmm. Du coup, qui dit outil de comparaison dit, Comparaison. ouais, dit comparaison entre le ciel et le couvercle. Qu'est-ce Ok. que ça veut dire un ciel qui est comme un couvercle? Donc on peut pas s'échapper. Enfin, Ouais, on peut pas s'échapper, ça représente l'enfermement, c'est ça? Ça représente l'enfermement. Ensuite, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, ça représente l'enfermement, mais en réalité, toute la phrase qui comprend la comparaison est une métaphore pour en réalité représenter l'enfermement de l'esprit, sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. En réalité, c'est une métaphore de l'enfermement de l'esprit, il n'y a pas vraiment de ciel. Sur ok. l'esprit gémissant, d'ailleurs, on a un enjambement. Un enjambement parce que la phrase commence sur le premier vers et finit sur le second. Ça donne un petit peu du rythme au poème. Ça enchaîne de manière très vive. Et ça représente un petit peu la folie, du coup, ici, le fait que les pensées s'enchaînent comme ça. Extrêmement vite. Sur l'esprit gémissant, on a ici une personnification, donc l'esprit qui gémit, en proie aux longs ennuis. Du coup, les longs ennuis ici, tu retrouves bien le thème de la dépression. Et que de l'horizon embrassant tout le couvercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Bon, ici, on retrouve bien à travers le jour noir la dépression. Quand la Ok. terre est changée en un cachot humide où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une comparaison entre l'espérance et la chauve-souris. On pourrait même d'ailleurs parler d'une allégorie en réalité. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose ici d'abstrait, tel que l'espérance qu'on ne peut pas matérialiser, qu'on ne peut pas toucher, et on a la chauve-souris, du coup, qui est un animal, s'en battant les murs de son aile timide, en se cognant la tête à des plafonds pourris. Pourquoi avoir représenté l'espérance par une chauve-souris qui se cogne partout contre les murs et qui a une aile timide? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance dans le. Il n'y a pas beaucoup d'espérance. Voilà, c'est ça. En fait, ici, la chauve-souris, elle est enfermée. C'est pourquoi elle se cogne contre les murs. Donc ici, on voit très bien, en effet, que l'espérance, ben, elle se cogne à ce couvercle qu'elle ne peut s'échapper. Et en réalité, l'esprit est complètement enfermé. Et l'aile timide, ça montre que la lueur d'espoir est en réalité très, très faible. Les plafonds pourris, qu'est-ce que ça représente, hein? Je sais pas. Ça représente finalement que on ressasse sans cesse les mêmes idées, que bon, bah, on n'a plus trop
Quand on est en dépression, le cerveau n'est plus très très éveillé. Les plafonds pourris, ça représente l'aliénation. Voilà, le fait que le cerveau ne fonctionne plus très bien, qu'on est complètement aliéné par la dépression. D'une vaste prison imite les barreaux, du coup la pluie qui tombe de manière tellement épaisse que ça représente les barreaux de la prison et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient, on a encore un enjambement, vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Qu'est-ce que représentent les filets au fond de nos cerveaux? La propagande? Comment? La propagande? Pourquoi la propagande? Juste explique pourquoi tu as pensé à ça. Il n'y a pas de, c'est pas une question piège ou quoi, juste pourquoi tu as pensé à la propagande. Est-ce que tu y as pensé au niveau du contexte? Euh, Bah, un peuple et ses filets. Les filets, c'est comme... ah, je sais pas comment dire. Ah, t'as l'impression qu'on parlait de l'enfermement de l'esprit du peuple par les filets, du coup, qui seraient les dirigeants d'État, qui se mettraient des idées dans la tête, c'est ça, des idéologies? Mhm. C'est à ça Le que t'as... peuple, pour moi, c'est les dirigeants, mais tendre ses filets, je vois pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ici, on n'est pas dans ça, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. Enfin, on aurait pu y penser, mais c'est pas ça par rapport au contexte de l'œuvre. Mais oui, c'est vrai, on aurait pu penser que du coup, du coup, ça représenterait les dirigeants qui, par la propagande, mettraient des idéologies dans la tête des gens. Je pense que tu as pensé à des trucs comme Marx, etc. Mais ici, on n'est pas du tout dans ça. En réalité, les infâmes araignées qui viennent tisser des filets au fond de mon cerveau, ça représente en réalité l'enfermement de l'esprit encore. Le fait Mm. que la pensée est enfermée. Et lance vers le ciel des affreux hurlements, ainsi que des esprits errants sans patrie qui se mettent à geindre au opiniâtres et des longs corbillards sombres, etc. Ensuite, on a l'espoir qui est vaincu. Ah, tu parlais plus parce qu'il y a le mot despotique, De quoi? là. C'est pour ça que tu as parlé de la propagande, à cause du mot despotique à la fin. En réalité, ici, non, il ne voulait pas parler d'un chef d'État ou quoi. Il voulait pas parler du despotisme de la société, du gouvernement de l'époque. En réalité, c'est l'angoisse qui est despotique. Donc, ça veut tout simplement dire que l'angoisse a pris le dessus et qu'elle ne laisse plus la place au reste, donc aux émotions ou à d'autres sentiments, etc. L- les- L'angoisse a vraiment pris toute la place. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a le mot despotique, mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ok? D'accord. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce poème? Non, c'est bon. Du coup, Ok. j'ai tout compris. Bon, bah, nickel. Alors, je te laisse 10-15 minutes en fonction de ton besoin. Si tu as besoin de plus de temps ou moins de temps, tu me dis. Mais en gros, il faudrait 10-15 minutes pour trouver une problématique à ce poème. Si tu y as réfléchi en parallèle et que tu D'accord. l'as déjà, je peux évidemment t'écouter. Mais sinon, je te laisse un petit peu de temps pour essayer de réfléchir à une problématique. Ok. Alors, je vais te mettre une autre diapo. Oh.
C'est bon. Ok, nickel. Alors, dis-moi, quelle est la problématique du coup que tu as trouvée? J'ai trouvé comment Baudelaire traduit-il le désespoir grâce à une représentation de l'environnement. Mhm. Enfin, grâce à une représentation pathétique de l'environnement, peut-être? Ok. Alors, c'est très bien. Du coup, la méthodo, elle est là. Donc finalement, la forme au service du fond. Donc on a en effet la représentation, c'est ce que tu m'as dit, la représentation. Mhm. Mhm. Alors ici, c'est ça, la forme est au service du fond. Il y a la représentation pathétique de l'environnement qui du coup est la forme et le désespoir qui est le fond. Autrement dit, le message de l'auteur, le message implicite de l'auteur. Donc c'est une bonne problématique. Néanmoins, histoire qu'on soit bien d'accord, euh, Mhm. l'environnement, du coup, il est imagé. Enfin, c'est pas le vrai environnement de Baudelaire, il est pas dans un cachot, etc. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un... Ok, bon, ben, c'est très bien. Si c'est compris, c'est très bien. Et du coup, je te mets quand même une proposition de correction. Comment Baudelaire, à travers les images et la musicalité, euh, de son poème, du coup, le spleen, parvient-il à exprimer la profondeur du malaise existentiel et l'aliénation de l'âme. Ok, nickel. Alors, ici, on est tout bon. Est-ce que tu as des questions? Non, du coup. Nickel. Alors, est-ce que tu as déjà pu réfléchir à un plan pendant que tu faisais ta problématique? Non. Alors, est-ce que je pourrais avoir le texte sous les yeux? Ouais, il n'y a pas de souci. Je te le mets en grand, comme ça c'est bon, tu vois bien.
Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, parfait. Alors, je reviens juste sur la diapositive avec la problématique, comme ça je vais écrire ce que tu vas me dire. Ok, ok, vas-y, dis-moi. On fait le plan détaillé du coup? On fait juste le plan. Dis-moi un petit peu les parties que tu as trouvées et s'il faut réajuster, je te le dis. Ok. Pour la première partie, j'ai trouvé une vision du monde oppressante. Hmm, ok. Ok, qu'est-ce que tu dirais là-dedans? Comment tu argumenterais? Quels seraient les vers que tu mettrais? Comment ça répondrait à ta problématique, etc. Bah, comme je l'ai dit, je mettrais, bah, pour faire les sous-parties, je mettrais déjà bah, les prisons, il y avait toute une sorte de prison. Genre, je pourrais intituler Les cachots humides, cachot, barreau, prison. vaste prison. D'accord, très bien. Et après, je peux mettre une nature hostile avec les araignées, la chauve-souris qui ne sait plus où aller. Ok, Et enfin, une atmosphère lourde avec le ciel qui est bas et sombre, donc entre guillemets, et et la pluie qui ne cesse de tomber. nickel. Ok, donc ça c'est la première partie, une vision du monde intéressante. Pourquoi avoir choisi l'adjectif intéressante? Hmm. J'ai pas entendu. Pourquoi avoir choisi l'adjectif intéressante? Je dis oppressante. Pardon, c'est moi. C'est pas. Nickel. Oppressante, je me disais intéressante, c'est bizarre. Oppressante, du coup c'est parfait. Je suis d'accord. Ok, est-ce que tu as réussi à faire une deuxième partie? Pas encore, du coup. J'ai réfléchi à la première. Vas-y, je t'en prie, essaye de réfléchir à la deuxième, éventuellement à une troisième, si tu juges que deux, c'est pas assez pour répondre à la problématique, et ensuite je viendrai faire mes remarques. Ok.
C'est bon. Nickel. Alors, je t'écoute. Alors, l'expression du mal-être intérieur. L'expression intérieure. Bien. Ok. Est-ce que tu as trouvé des sous-parties? Est-ce que tu peux un petit peu, si c'est pas le cas, hein, parce qu'il n'y a pas de souci, est-ce que tu peux un petit peu essayer de justifier ta réponse? Alors, Toi, comment se pour, manifeste ce mal-être? bah déjà, il y a la souffrance psychologique. Ouais. L'angoisse, elle est personnifiée, comme si c'était quelqu'un qui lui faisait du mal alors que c'est juste l'angoisse. Très bien. Il y a l'échec et l'espoir. Donc, attends, pardon, l'échec de l'espoir, j'ai mal orthographié. Il n'y a pas de souci. L'échec de l'espoir. Ok. Donc, en fait, comme je l'ai dit et comme on l'a remarqué, l'espérance elle est comparée à une chauve-souris qui est effrayée et qui vole pas droit. Exact. Et en plus, on voit l'espoir vaincu tout à la fin. Voilà. Il défile lentement dans son âme l'espoir vaincu, pleurs et l'angoisse atroce, despotique sur mon crâne. Incliné plombe son drapeau. L'espérance, du coup, comparée à la chauve-souris, l'espoir à la fin qui est vaincu par l'angoisse. Ok, c'est très bien. Donc, si je comprends bien, tu t'intéresserais plus dans une première partie par rapport à tout l'environnement, du coup, qui est oppressant. Et ensuite, C'est pour ça, la deuxième partie, tu te concentrerais plus sur l'individu. c'est cela. Exact, bah, c'est un bon plan, c'est un plan qui correspond très bien au poème. Donc oui, j'ai très bien compris, c'est bon, j'ai eu un peu de mal au début. Mais oui, finalement, j'ai compris là où tu voulais en venir. Essaye néanmoins, je sais pas si tu l'as trouvé, mais une troisième sous-partie du coup pour essayer un petit peu de parler de ça. Essayer de faire en sorte que ce soit assez équilibré, donc la première partie par rapport à la deuxième partie. Voilà. L'image de la mort omniprésente. Ok, très bien. Voilà. Voilà, là, histoire que ce soit bien structuré. Donc oui, en effet, c'est très intéressant dans une première partie de s'intéresser à la vision du monde, donc à cette vision oppressante, aliénante. Tu m'as dit la prison, oui, on a finalement la terre comme un cachot, on a tout ce champ lexical de l'enfermement, de la prison, donc avec le cachot humide, on a les plafonds pourris, on a aussi les barreaux, on a même le mot prison qui est évoqué. Donc en effet, on a une vision du monde intérieur qui se poursuit un petit peu. On a la souffrance, la claustration exactement, qui est évoquée ici. Autrement dit, l'absence de liberté. Ici, qui viendrait représenter en réalité l'absence de liberté de l'esprit. On a cette espérance qui se cogne un petit peu comme une chauve-souris contre les murs, qui est coincée finalement. On a une image du désespoir qui est vraiment intensifiée du coup par cet enfermement. Ensuite, on a la nature hostile, les araignées. Oui, finalement, c'est le symbole, la nature un petit peu hostile. Oui, c'est le symbole un petit peu du délabrement, les araignées en général, quand il y a des araignées, c'est que c'est assez vieux, assez ancien, que ça se détériore, etc. Donc on a tout ce Ouais. qui est délabrement ici de l'esprit. On a la pluie aussi avec un petit peu cette image du marasme mental,
de l'incessant malaise, etc. C'est un cadre très lugubre avec la présence d'araignées, donc qui tissent des filets là au fond des cerveaux. Ça, pareil, c'est une métaphore de l'emprise des pensées noires sur l'esprit. En réalité, c'est les pensées noires qui viennent prendre le dessus sur l'esprit, la liberté de penser, etc. Encore une fois, qui représente l'enfermement. Oui, avec la chauve-souris qui se cogne partout et dont l'aile timide représente l'espérance et l'espoir fragile. Ok. Une atmosphère lourde, alors le ciel bas et lourd comme un couvercle. Oui, et ça c'est renforcé aussi. Du coup, tu aurais pu mettre les 5-4-1, ça se prêtait très bien ici. On a en effet donc une atmosphère lourde, une atmosphère menaçante, donc quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, donc le ciel ici devient une métaphore de l'oppression, un poids lourd qui écrase le poète et son esprit. Voilà. Le ciel bas et lourd, ça représente un petit peu une sorte de confinement, une pression constante qui empêche l'évasion, qui empêche la respiration. On a la comparaison au couvercle. Du coup, toujours ce manque d'air un petit peu. On a l'impression de suffoquer en réalité. Cette impression de suffoquer, elle est accentuée par les nombreux enjambements qui empêchent le lecteur de reprendre son souffle. Voilà. Donc, finalement, le ciel, c'est à la fois une image de lourdeur, mais c'est aussi l'idée d'une perspective assez rétrécie. Voilà, le poète est pris dans un monde qui est clos, une sorte de carcan cosmique. Bon. Ok. Après, oui, tu as la souffrance psychologique, la personnification de l'angoisse. Ça, c'est tout au long du poème, la souffrance psychologique. Donc, cette espèce de spleen, pardon, qui est accentuée ben, finalement par tout ce qu'on a évoqué dans la première partie, tout ce qui va être enfermement de l'esprit, etc. On a l'échec de l'espoir. Déjà, on a cette chauve-souris qui essaye de s'échapper là, avec son aile timide. Donc on voit déjà que c'est fragile et finalement l'espoir trouve sa fin, trouve sa chute dans les derniers vers du coup avec cette angoisse qui finalement est personnifiée, qu'on a qualifiée de despotique et qui vient prendre le dessus sur l'espoir et vient totalement l'anéantir. Donc on a une personnification ici de l'angoisse qui a vaincu du coup l'espoir. L'échec de l'espoir, ok, l'image de la mort. Oui, on a tout ce qui va être autour de la mort. En effet, on a une accumulation d'images très fortes. Voilà, une accumulation d'images violentes, assez frappantes, très macabres. Donc ça rend l'univers du poème particulièrement oppressant. Donc comme si le poète était en proie à un tourbillon de sensations assez désagréables qui finalement ne s'arrêtent jamais. Donc ces accumulations d'images macabres, d'images fortes, ça met en lumière la violence, la souffrance ressentie par le poète. Oui, du coup, on a ce dénouement du poème. Bon, voilà. Euh, l'espoir, il est qualifié de vaincu, il pleure. L'angoisse, elle est atroce, elle est despotique. Voilà, elle plante son drapeau noir sur le crâne du poète. Donc ça devient, cette angoisse, ça devient quand même une figure assez tyrannique et assez totale. Donc elle écrase complètement toute possibilité de rédemption ou de libération. Voilà. Par rapport, oui, par rapport à tout ce qui était macabre, on avait aussi les longs corbillards donc, qui défilent dans l'âme du poète. Donc ça, pareil, ça suggère une sorte de procession funéraire, comme si le poète... L'image de la mort qui présente. C'est à cause des corbillards. Exact, non, bien vu. Donc voilà, on a un petit peu une marche vers la fin. Une fin inéluctable, finalement, où les idées noires ont pris le dessus sur tout le reste de la pensée. Exactement.
Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Juste peut-être, ça aurait été intéressant que tu t'intéresses un petit peu à la musicalité, voilà, du poème, le rythme, etc. Un petit peu sa structure, un petit peu voir la versification, etc. Mais sinon, tu as relevé tout ce qu'il fallait relever. Donc, le plan tient la route. Bon, si on peut conclure, du coup, le poème, du coup, Spleen, ça constitue une illustration assez cohérente de l'univers du poète, donc qui est tiraillé finalement entre faire de la poésie, cette recherche finalement du beau et l'enfer, l'ennui, le mal-être, tout simplement. Donc on a une série d'images frappantes, etc. Bon, en tout cas, Baudelaire parvient à rendre palpable le spleen. Donc, le nom qu'il a donné au mal-être, le nom qu'il a donné à la souffrance de l'esprit. Donc, il va plonger le lecteur dans une vision assez aliénante du monde. Ce poème, du coup, comme une petite ouverture, ce poème, il invite à une réflexion sur la condition humaine, le rôle de la poésie face à la souffrance. C'est des choses auxquelles tu aurais pu t'intéresser aussi et l'impossibilité d'échapper à certaines réalités existentielles. Est-ce que tu as des questions? Non, aucune. Pas de questions? Alors, qu'est-ce que tu aimerais étudier demain? Un point de grammaire, une œuvre en particulier, la méthodologie? Est-ce que tu as déjà une idée? J'aimerais essayer juste pour savoir ce que c'est l'oral en fait, ce qu'il faut faire, etc. L'oral. Ok, très bien. Bon, bah, on s'intéressera à ça demain. C'est noté. Merci. Si tu n'as pas de questions, je te conseille de relire un petit peu tout ce qui est figure de style. On essaiera de faire des révisions encore demain et on s'attaquera à l'oral. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir, à Au demain. revoir.